Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Éric Sadin, qui est écrivain, philosophe, l'un des penseurs majeurs du monde numérique et auteur de ce livre, L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, et c'est aux éditions Grasset. Alors voilà, Éric Sadin, c'est vrai d'ailleurs, le titre, il y a l'ère de l'individu tyran, et puis à côté, en filigrane, la fin d'un monde. Comment on n'arrive pas à lire, hein. Ça, ils ont fait un... L'un découle de l'autre. Ouais. Oui, l'un découle de l'autre. C'est un briquet. C'est absolument un briquet. Alors, et on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que la fin d'un monde commun, donc individu tyran, ou est-ce que l'individu tyran est la fin d'un monde commun? C'est bien, comme ça on peut jouer sur les deux tableaux. En tous les cas, la question est complexe. Tout à fait. Et justement, j'ai lu ce livre, je le recommande parce que il n'est pas simple, il n'est pas facile, mais heureusement parce que la pensée complexe, par essence, elle ne se résume pas à 3 mots et demi. Mais justement, vous parlez de cet individu tyran et vous parlez de l'extraordinaire révolution, effectivement, une révolution qui a été non seulement Internet, mais tout ce qui est découlé, Facebook, Twitter, Instagram, les selfies, tout ce qui s'est passé autour. Et vous parlez, je pensais à cette phrase d'Andy Warhol. Et il disait que chaque individu dans sa vie, c'était il y a 25 ans, connaîtra son quart d'heure de célébrité. Vous, ce que vous semblez dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin du quart d'heure, la célébrité est permanente, même si elle est relative. Chacun peut ou doit, enfin en tout cas il sent qu'il doit s'exprimer. Et vous dites, on n'est plus à l'âge de l'accès, on est à l'âge de l'excès. Et vous dites qu'il y a une espèce d'hystérisation, entre guillemets, que chacun voit dans le soi. Effectivement, la manière de réagir, je ne suis pas seul, il y a moi et moi et moi. Et puis en même temps, vous dites, attention, les systèmes qui régissent les hommes et les grands mécanismes économiques, politiques et culturels sont toujours là. Absolument. C'est bien ça. Et ça qui est intéressant, parce que sinon on aurait pu vous reprocher de dire, attendez, vous dites l'individu, mais vous savez très bien que les mécanismes fonctionnent, vous le dites très bien. Mais alors justement, je voudrais, c'est quoi cet individu tyran? Comment vous le définissez? Vous avez bien décrit les choses, c'est-à-dire que avant de parler de toutes les techniques que nous utilisons, nous vivons une situation paradoxale. Un très grand nombre d'individus vivent une situation contraire, celle d'abord d'une expérience de dépossession de soi, d'assister à l'aggravation des inégalités, d'inutilité de soi, d'humiliation dans le travail. D'être abandonné, laissé pour compte. D'être abandonné, d'assister au recul du principe de la solidarité. Et tout cela est une longue histoire qui remonte depuis le tournant néolibéral au début des années 80. Oui. Donc il y a une expérience successive de désillusion, d'assister à des promesses toujours non tenues. Et c'est là que les technologies interviennent. Vous savez que j'ai analysé depuis plus de 10 ans, patiemment, la nature des technologies numériques et l'impact sur nos existences individuelles et collectives. Et l'industrie du numérique, parmi d'autres coups de génie qu'elle a eu le grand génie de nous offrir, de mettre à notre disposition des systèmes nous donnant la sensation de l'importance de soi, de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au moment même où nous vivions le sentiment d'inutilité sociale, d'inutilité de soi, de dépossession, d'invisibilité sociale, je pense par exemple à Facebook, qui a permis d'exposer son quotidien, et avec le pouce dressé depuis 2009, de recevoir des salves de ravissement. Donc l'exposition de soi qu'a notamment organisé Facebook, c'est ce que je nomme un capitalisme de la catharsis. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des systèmes qui permettaient de panser ses plaies, penser avec un A, d'avoir des salves de ravissement, des formes de réconfort. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Twitter 2 ans plus tard. Avec les followers. Alors, non seulement les followers, mais il faut voir à quel moment c'est apparu. Quand on parle de dépossession de nous-mêmes, de défiance à l'égard de l'ordre politique et économique en place, et plus largement à l'égard de la parole politique, à quel moment sont apparus les 10 réseaux sociaux, André Berkov? Je vous pose la question. Ça date de quand? 2010. C'est le milieu des années 2000. Facebook, le tout début, c'est 2004, et Twitter, c'est 2010. Pourquoi je vous propose de dater les choses? Parce que je pense qu'il y a 4 événements fondamentaux qui se passent à cette période
période et qui change la donne, qui change la nature de nos croyances et surtout la confiance à l'égard d'un ordre en place. Le premier, c'est 2003, la préparation de la deuxième guerre du Golfe, les mensonges éhontés de l'administration Bush. Colin Powell et compagnie, et tout ça a été révélé ensuite, Bien sûr. avec la complicité de nombre de médias. Donc il y a eu déjà, c'était déjà à l'œuvre, mais un premier moment de grande défiance, au-delà de l'administration américaine et des États-Unis, à l'égard de la parole politique. Il y a un deuxième moment, juste 2 ans plus tard, c'est le référendum à l'égard de la Constitution européenne, la France et les Pays-Bas qui votent non. Et on ne tient aucun compte de ce résultat. on ne tient pas compte de cela. Donc les volte-face des gouvernements français et hollandais. 3 ans plus tard, tout ça, c'est une chronologie qu'il faut analyser. Hein. Il y a la crise de la finance de 2008. Les subprimes de 2008. Des subprimes, dont on s'est dit qu'il y avait quantité de pratiques délictueuses, quasi criminelles, et que tout ça n'a pas été ni analysé, ni fait l'objet de bornes juridiques, ni de contraintes. Et puis il y a un autre événement qui, moi, me semble majeur, qui est un peu plus sournois, mais dont on a vu avec un rendu de justice extrêmement important qui a eu lieu l'année dernière, mais c'est à l'image de plein de pratiques qui ont été à l'œuvre dans le monde du travail, dans le management au cours des années 2000. Je pense à France Télécom, c'est-à-dire aux pratiques inhumaines, implacables mises en place par France Télécom au cours des années 2000, qui ont créé des séries de suicides, des dépressions. Donc ce moment-là, au milieu des années 2000, apparaissent des systèmes, et notamment Twitter, qui a permis d'exprimer son opinion, qui a permis pas seulement de raconter sa vie, contrairement à Facebook, à la différence de Facebook, mais d'être un déversoir des rancœurs, un déversoir des colères, et plus encore, du fait de l'interface, qui encourage des formules brèves, catégoriques, expéditives. Et là, j'y vois le premier moment, à la fois de libération des rancœurs continuelles, et aussi, et ça c'est très important, qu'est-ce qu'on fait de cela ? De brutalisation croissante des rapports entre personnes, de brutalisation croissante, et de surdité délétère entre les différentes composantes du corps social. Donc, à la fois, il faut reconnaître les souffrances, à la fois, il faut reconnaître les peines, les difficultés d'existence pour un très grand nombre, et à la fois, il faut voir le génie de l'industrie du numérique qui nous a donné des instruments nous permettant continuellement de faire valoir l'importance de nous-mêmes et nos propres opinions, mais j'ai presque envie de dire dans une sorte de vanité, parce que ça ne produit rien de continuel. Oui, je termine juste ça. Non seulement ça ne produit rien, mais vous avez peut-être remarqué, mon cher André Berkoff, que quantité de posts, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, ne cessent d'y aller de la sempiternelle, et à juste titre, mais de la sempiternelle dénonciation de l'ultralibéralisme, on l'appelle par tous les noms qu'on veut, mais personne ne voit que tout cela génère du chiffre auprès des grandes industries du numérique et de ce que j'ai nommé dans mes livres précédents, le technolibéralisme. On ne voit pas que là, il y a des formes de contradiction et d'impuissance qui nous minent. Et c'est ça l'individu, ce que je nomme l'individu tyran. C'est un individu qui s'en remet qu'à ses propres paroles, qui n'a plus aucune illusion relativement au pacte commun et à un ordre en place, et qui, au lieu d'essayer de s'investir dans la vie concrète, dans les affaires communes, ne s'en remet qu'à la vérité de sa propre parole. Mais ça, c'est socialement, c'est délétère. Alors, Éric Sadin, moi, je vais vous dire, je vous ai lu et votre thèse tient tout à fait. Simplement, je crois que vous n'avez pas observé l'autre côté. Vous avez choisi le côté face et pas le côté pile, parce que ce que vous dites est tout à fait exact. Mais l'autre côté du numérique, et vous le savez aussi bien que moi, ou mieux que moi, vous l'avez suivi plus, mais enfin, il y a aussi des solidarités qui se nouent. Il n'y a pas que l'expression, parce que vous faites ça, l'expression de la frustration. C'est le défoulement des frustrés. C'est la révolte des frustrés, comme disait Buzzati. Et effectivement, voilà, bien sûr que ça existe. Bien, et ça existe même majoritairement. Très massivement. Oui, très mais massivement. vous avez l'autre côté. Vous avez aussi des réseaux de solidarité, et surtout, moi ce qui me frappe, mais vous allez y répondre, il y a surtout la découverte d'un certain nombre de choses que les médias mainstream ne disent pas du tout. Mais où je vais chercher, par exemple, et même moi, qui suis pas un perdreau de l'année en matière de journalisme, mais où je vais chercher un certain nombre qui ne sont pas les fake news, je vais chercher un certain nombre de documents que je n'ai pas sur un certain nombre de presse, et vous le savez très bien, un certain nombre de médias. Donc, il y a quand même les deux côtés. Alors, vous disiez que vous étiez d'accord avec ce que je disais, jusqu'à un certain... Et moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, totalement. Jusqu'à un certain point, je vais dire pourquoi. D'accord, parce que vous avez parlé de l'âge de l'accès. L'âge de l'accès, nous continuons de le vivre.
c'est-à-dire de pouvoir, en gros, depuis la fin des années 90, la généralisation d'Internet et après du smartphone à la fin des années 2000, il y a eu un accès à l'information, une pluralité de sources informationnelles dont on ne peut que se réjouir. Et puis, il y a eu, je le reconnais, enfin, c'est même pas je le reconnais, c'est un constat, il y a eu je ne vais pas dire des réseaux de solidarité, des formes de mutualisation d'informations. Qui permettent de créer des réseaux, quoi. Mais on peut penser à 2 événements à ce titre. On peut penser sur lesquels l'affaire est complexe, mais les printemps arabes, on sait très bien que pour partie, les 10 réseaux sociaux ont joué un rôle, et puis on peut penser aussi aux Gilets jaunes en novembre 2018, où il y a eu des formes de mobilisation nécessaires via les réseaux sociaux. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a l'âge de l'accès, et moi je pense que nous entrons dans aussi... L'âge de l'excès. L'âge de l'excès, c'est-à-dire simultanément, c'est pas que l'un exclut l'autre. Non, bien mais sûr, ce serait quoi l'âge de l'excès? L'âge de l'excès, ce serait, vous avez raison de dire cela, ce serait qu'à un moment, il faudrait que, par l'information, par de pouvoir construire des réseaux de mutualisation relativement à des informations, à des projets, à des formes de mobilisation, qu'on les structure. C'est ça. Mais c'est pas non seulement qu'on les structure, mais qu'elles appellent l'engagement dans la vie commune, dans le concret des réalités quotidiennes. Et ce que je nomme l'âge de l'accès, c'est cette mécanique continuelle qui ne s'en remet qu'à la seule expression continue de ces rancœurs, qui sont très souvent légitimes. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire, vous savez, les rancœurs, vous avez tort de les formuler. C'est pas ça, elles existent, les peines existent. Il ne faut pas qu'elles débordent le tout. Mais c'est non seulement pas qu'elles débordent le tout, c'est-à-dire qu'elles ne prennent que la forme de l'impuissance continuelle, parce que l'énonciation continuelle relève d'une forme à un moment, et c'est ça aussi l'excès, c'est la part prise, le bon équilibre entre la parole et l'action. Et là, nous vivons dans des sociétés où le verbe ne cesse de circuler ad nauseam. Et cet afflux, excusez-moi de vous interrompre, mais cet afflux de verbes, mon cher André Berkoff, qu'est-ce que ça produit? Éric Sadachub, c'est pas moi qui veux vous interrompre, c'est l'information qui arrive, vous savez ça, c'est les lois de la radio qui ne sont pas éternelles, mais qui sont présentes pour le moment. Donc, on va reprendre cette conversation juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors l'individu, en fait, on pourrait poser de façon assez vulgaire mais assez claire la question. L'individu s'est-il émancipé ou est-il cocu avec le numérique et tout? Et comment on le traite et à quelle sauce on peut le manger? Et vous dites, Éric Sadin, parmi votre bouquin, encore une fois, que je recommande vraiment parce qu'il est à la fois plein d'informations et surtout vraiment avec une analyse extrêmement fine de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment une feuille de température. Vous dites une nouvelle psyché des individus, qui à force d'usage répété, je dis une sorte de surclassement, a contribué à faire émerger à grande vitesse et à l'échelle de la planète, évidemment des milliards sur Facebook, des dizaines de millions sur Twitter, ou des milliards, une nouvelle psyché des individus s'imaginant bénéficier d'une soudaine augmentation de puissance. Et c'est là-dessus que je vais vous interroger aussi, parce que est-ce que vraiment vous croyez qu'ils s'estiment surpuissants, tous ces gens qui se font liker ou follower ou suivre, ou est-ce que ce n'est pas simplement, évidemment il y a une autosatisfaction, et l'ego il existe, le tout à l'ego, c'est pas par hasard. Mais est-ce que vraiment c'est pas plutôt en se disant, au moins là, je peux effectivement me défouler, mais est-ce que ça leur procure vraiment, vous croyez, une sensation de puissance? Parce que très vite, ils peuvent s'apercevoir que leur puissance est limitée. Elle est limitée, c'est bien le drame. Et c'est pour ça que tant d'individus s'en servent continuellement, pour éprouver des formes de satisfaction de soi. Oui, il y a puissance au sens de capacité d'action qui s'est élargie quand même, de mobilité, de pouvoir, on a parlé, d'accès à l'information, de communiquer beaucoup aisément. Plus qu'avant, il faut le dire. Voilà, donc, et ça peut très vite glisser vers le sentiment de... Je ne vais pas parler d'autonomie en aucune manière, mais d'autarcie, c'est-à-dire finalement on a des bulles d'existence. Et que ça leur suffit, vous dites, est-ce que vous pensez que ça leur suffit? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui suffirait, c'est de se sentir épanoui dans nos existences et puis d'utiliser éventuellement tous ces systèmes à des fins multiples, et notamment pour avoir l'accès à l'information, pour communiquer. Mais non, le fait est que... ce qui est marquant, c'est que
on en revient à soi-même, à Divertite. On s'en remet à soi-même, on s'en remet à sa parole, on s'en remet à son image, et on s'en remet, et ça c'est complexe, mais c'est un fait majeur, on s'en remet de plus en plus à sa propre vérité. C'est-à-dire, plus il y a eu perte de confiance, des liaisons des individus avec le pacte social, des liaisons, perte de confiance, on l'a dit au début, à l'égard des promesses, d'une parole politique, ces instruments permettent de consolider ses propres positions. Et ça, l'écran est un paramètre de ça. C'est-à-dire que, avec ce qu'on a vécu avec le premier et le deuxième confinement, c'est-à-dire de plus en plus l'écran s'érige comme l'instance d'interférence majeure, principale, le télétravail entre les êtres. J'ai écrit une tribune sur cela dans Libération le mois dernier, qui s'appelait « De l'âge de l'accès à l'âge de l'excès », justement, et notamment le télétravail. C'est-à-dire que de plus en plus, les rapports entre personnes, c'est via les écrans. Mais via les écrans, ça suppose que la place à la contradiction, la place à l'argumentation longue, tout ça est évacué, et notamment par ces interfaces dont on a parlé, on est presque soumis au temps réel maintenant, de réagir au moment même où les événements ont lieu, totalement de l'immédiateté. Le nez sur le guidon. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé du direct, c'est-à-dire la télévision, avec une forme de distance, de voir les événements comme ça, et puis au temps réel. Et au temps réel, ça veut dire quelque chose d'immersif, c'est-à-dire proche des écrans, tout le temps collé, et à non pas être dans des logiques de réflexion, d'argumentation, d'échange, mais d'hyper-réactivité. Et ça induit un nouveau rapport au réel, aux faits et aux autres aussi. Il faut analyser ce que ça produit. Ça produit finalement, pour très très grande partie, le fait que, et c'est un drame ça, c'est parce qu'on détient pas, chacun ne détient pas la vérité. C'est que finalement, on détient la parole quasi définitive, quoi. Et un des enjeux, c'est quand même, on n'est pas seul au monde. L'autre fait partie de notre horizon indépassable de l'existence, n'est-ce pas? L'autre et les autres. C'est comment on crée du lien. Alors, moi, ce que je crois, c'est que si on constate que de moins en moins on fait société, après on est dans les paroles, comment peut-on refaire société? Alors, c'est un long chemin que je décris pour partie dans le livre, mais je crois, pour ma part, si vous voulez bien, je vous dis en deux mots. Allez-y. Je pense, pour ma part, d'abord que nous avons souffert d'une hyper-expertisation de la société, c'est-à-dire, les experts, depuis 20 ans, ont parlé à notre place. C'est-à-dire, les experts ont dit l'hôpital doit être comme ça, et on a vu les dégâts. C'est juste, Éric Sadin. Oui. C'est je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et absolument. Et en général, ils répondent à des intérêts privés, à leurs propres intérêts. C'est ça. Des experts ont parlé de l'école publique en disant il faut que Microsoft entre dans 2014. La ministre de Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, de Microsoft. Moi, j'avais écrit une tribune. Mais c'est quoi Microsoft? Quelles sont les compétences de Microsoft dans l'école publique? Donc, elles sont nulles. Donc, nous avons souffert d'une hyper-expertisation de la société et aussi d'une idéologie au cours des années 2010, que moi j'ai dénoncé livre après livre et tribune après tribune, c'est l'idéologie de ce sacro-saint futur, c'est-à-dire de toujours nous projeter vers l'avant comme un horizon messianique qui serait toujours plus heureux, alors que je crois qu'il faut inverser la logique. C'est-à-dire, c'est ça pourquoi je nomme ma conclusion, j'intitule « Pour une politique du témoignage », c'est-à-dire qu'il développer des politiques à partir de la réalité du terrain. C'est-à-dire, dans quel état de délabrement est l'école publique, dans quel état de délabrement sont les hôpitaux. Si on avait écouté davantage la réalité des choses nous n'en serions pas. Des soignants, etc. Des soignants de l'école publique et du monde du travail, les souffrances dans le monde du travail. Les agriculteurs, les petits commerces, les banlieues en déshérence, les régions en déshérence. Si nous avions fait monter davantage de contre-expertise, de contre-témoignages, plutôt que d'écouter continuellement les experts. Peut-être, et si les politiques avaient tenté de répondre à tous ces témoignages... Éric Sadin, juste un mot là-dessus, mais on pourrait dire, en vous rétorquant, mais attendez, le numérique a aidé, en tout cas, ou Twitter, ou Facebook, ou autre, a aidé à montrer, en tout cas, ces témoignages, mais en tenez pas compte. Les experts et les princes qui nous gouvernent n'en ont jamais tenu compte. Mais ça existait, ces témoignages. Oui, c'était là. Sauf que je vais vous répondre une chose assez catégorique et assez pathétique. C'est que les réseaux sociaux, on est dans la cacophonie continuelle. C'est-à-dire que chaque poste est évacué dans les fils de l'actualité ou dans ce que je nomme les oubliettes du présent. C'est noyé, quoi. C'est noyé. Comment constituer des témoignages? Comment constituer des récits? Alors, quand on est seul, c'est important. Quand on est à plusieurs, on dit, regardez, le témoignage, c'est révéler au nom des autres ce que nous devrions savoir et qui demeure masqué. Ce qui demeure masqué, des conditions de travail inhumaines. Je pense qu'il faudrait davantage d'employés d'Amazon, plutôt que de continuellement faire nos courses
les Black Friday Amazon, que des employés d'Amazon nous racontent leurs conditions inhumaines de travail. Vous en parlez dans le livre. J'en parle dans le livre. Je pense que dans les professeurs... Parce qu'aujourd'hui, c'est Amazon qui triomphe, avec le confinement, et c'est Amazon qui triomphe. Et leurs conditions dégueulasses, enfin, il faut le dire, d'emploi des gens... Et là, alors moi, je l'ai dénoncé depuis des années, mais là aussi, il y a eu quelques témoignages, il faudrait qu'on comprenne comment les choses se passent, et qu'il y ait des mesures en fonction, mais qu'il y ait aussi des mesures, qu'est-ce que ça veut dire? Des actions de notre part. Alors vous avez peut-être vu que des éditeurs ont dit nous ne vendrons plus des livres sur Amazon. Je crois, mais au-delà d'Amazon, parce que de dire on ne fait pas société, alors déjà écoutez les témoignages, écoutez les plaies de la société, plutôt que les experts qui continuellement nous vendent des solutions clés en main. Ce qui est le cas pour le télétravail. Hein. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, nous allons vers ce que j'ai nommé dans ma tribune dans l'IB, à laquelle je renvoie, pour ceux que ça intéresse, vers une télésocialité généralisée. C'est-à-dire des conditions de travail qui vont de plus en plus aller vers les indépendants qui travaillent pour les entreprises, c'est-à-dire une ubérisation du travail où chacun de chez soi travaille pour les entreprises, des effets de ce que j'ai nommé aussi d'isolement collectif, mais faire société aussi, à mon sens, ça veut dire, et ça je crois que c'est très très important, c'est pas continuellement gueuler ses rancœurs et communiquer sur Facebook et les réseaux sociaux à propos du monde tel qu'il va et le monde tel qu'il va mal. C'est de société, faire société, on peut le glisser vers la notion de, et ça je le crois très 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 fermement, c'est organiser des collectifs, c'est-à-dire organiser des actions, retrouver le sens du collectif, retrouver le commun, mais à toutes les échelles de la société, c'est-à-dire collectif dans les modes de production, collectif dans l'enseignement, collectif dans le soin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire faire une pression auprès des pouvoirs publics pour que des projets vertueux, des initiatives vertueuses puissent recevoir des fonds publics, plutôt que de donner des fonds à la French Tech et à ces startups abjectes qui veulent marchandiser continuellement les existences et pour lesquelles on crée des cités connectées à Angers. Hollande était très ravi de construire ce truc qui ne sert plus à rien aujourd'hui, et donner de l'argent public à ces abjections que je n'ai cessé de dénoncer. Il est temps de donner de l'argent public pour des projets vertueux collectifs. Et on continuera à parler de ces projets vertueux collectifs avec nos auditeurs, avec les auditeurs de Sud Radio, après ceci. Oui, n'oubliez pas donc ce seul numéro de téléphone, 0826 300 300, pour pouvoir vous joindre à cette conversation passionnante et poser des questions éventuellement à notre invité Éric Sadin qui parle de l'ère de l'individu tyran. Vous pouvez aussi revenir sur les annonces de Pfizer et les enjeux politiques et économiques, financiers qui sont derrière. Et puis évidemment, si vous voulez réagir au cri du cœur de Marie-France Dabert, cette agricultrice qui est en difficulté, si vous êtes artisan, si vous êtes indépendant, on vous attend aussi. Allez, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, toujours dans tous ses états, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son invité, Éric Sadin, auteur de ce livre, L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, aux éditions Grasset. Et vous aussi, vous continuez et vous nous appelez au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Stéphanie qui nous appelle du Sud-Ouest. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier pour vos émissions. Alors, je sais que beaucoup de gens vous le disent, donc voilà, ça fait un peu... Ça fait toujours plaisir. Merci. Non, mais écoutez. Mais en tout cas, c'est très agréable d'avoir des lieux comme les vôtres. Voilà. Donc, bonjour à vous et à tout le monde. Alors, moi, je suis psychologue donc dans le Sud-Ouest et je voulais déjà rappeler une première chose, c'est que il y a très longtemps, Freud disait qu'il y a 3 métiers impossibles qui sont gouvernés, éduqués, soignés. Donc voilà, j'imagine bien que tout ça est très difficile en ce moment. Mais bon, je me pose une question, si vous voulez, qui m'obsède un peu, j'exagère, mais voilà, on semble que depuis un certain nombre de mois, il y a un mode de gouvernance qui semble s'être emparé de l'esprit de nos gouvernants, qui se résume en une chose, c'est-à-dire le confinement, ou dans sa version plus light, le couvre-feu, et masquer la population, et ça jusqu'aux enfants. Oui, 6 ans aujourd'hui, 6 ans. Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est s'enfermer et dissimuler son visage. Donc, en plus des conséquences effectivement financières dramatiques évidentes, moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est de questionner les conséquences anthropologiques de telles mesures, parce que il me semble qu'on peut questionner les basculements et les bouleversements que de telles injonctions, c'est comme ça que je les nomme, peuvent
construisent une société finalement où les corps et les visages doivent se cacher. Et on doit rajouter à cela, je rajoute à cela que ces injonctions ont un dénominateur commun qui est la mise en danger de la vie d'autrui et de la sienne finalement. Donc finalement, si on fait tout ça, c'est que la mort finalement surplombe ces impératifs. Donc la peur de la mort. Voilà, c'est ça. Donc quand les corps et les visages sont abordés comme des menaces, est-ce qu'on ne peut pas penser que ça induit un mouvement dans la construction individuelle, mais aussi collective, d'une humanité? Vous voyez, quelles conséquences ça a quand le contrôle, finalement, s'abat sur les corps? Alors, votre invité parlait du télétravail. Effectivement, d'une certaine façon, ça dissimule aussi les corps. Ça met les visages derrière les écrans, ça met les corps chacun chez soi. Bien sûr. On ne se touche pas, on ne se voit pas. J'ai été horrifiée. Après, je finis avec ça, mais j'étais horrifiée. J'avais pas entendu ça quand vous avez passé Monsieur Barbier tout à l'heure. Il disait qu'effectivement, il allait falloir rendre le vaccin obligatoire et se promener avec son attestation pour aller manger au restaurant, Absolument. pour aller... Théâtre, cinéma et autres. Voilà. Donc, je me pose la question de ces modifications. Est-ce que ça modifie anthropologiquement, finalement, nos sociétés en ce moment? Alors, Stéphanie, justement, c'est intéressant parce qu'on était en train de parler, mais Éric Sadin, ça rejoint un peu, mais on parlait du numérique, mais il n'y a pas que le numérique qui provoque un certain nombre d'excès. Vous parlez de l'âge de l'excès, mais ça, c'est aussi l'âge de l'excès. On masque, on couvre, on isole, on confine, on couvre-feu. Ça vous inspire quoi, ça, Éric Sadin? Déjà, la question de... Comment vous appelez-vous, madame? Stéphanie. De Stéphanie, absolument. Si ça veut dire quelque chose, une question puissante. C'est très puissant. C'est lourd d'enjeux. C'est très lourd d'enjeux. Figurez-vous, chère madame, que je travaille particulièrement sur ces questions actuellement. C'est-à-dire que ce qui nous est tombé, cette calamité planétaire, qui nous est tombée sur la tête... C'est comme si, à divers titres, en tous les cas, divers secteurs de nos vies, à l'amplifier des dimensions, à l'amplifier, à les aggraver jusqu'à des points limites. Alors, évidemment... C'est-à-dire, par exemple, pour du jour au lendemain, le 16 mars, je crois, nous avons été confinés, n'est-ce pas? Du jour au lendemain. Oui, nous ne nous y attendions pas. Et d'un coup, nous avons vécu à la fois une brusque accélération de la numérisation de nos existences, un franchissement de seuil, et quantité d'actions humaines dont certaines, on n'imaginait même pas qu'elles pouvaient se mener à distance. Non, mais à distance. C'est-à-dire, il y a eu des réunions de travail, des foires, la foire aéronautique de Fernbosch, je n'arrive pas à dire le nom de cette ville, a eu lieu en ligne, des sommets de chefs d'État, jusqu'à des apéros WhatsApp, la téléconsultation médicale, jusqu'à des séances de psychanalyse. Donc, d'un seul coup, c'est l'âge de l'accès à l'âge de l'excès, c'est-à-dire quantité d'actions de la vie humaine, on basculait vers, j'ai presque envie de dire, leur pixelisation. Et qu'est-ce que ça veut dire, pixelisation ? Ça veut dire que il y a à la fois des formes de distance, mais, et les rassemblements qui ont eu lieu cet été en témoignent, des formes complexes, madame est psychologue, très très complexes, d'expériences inattendues, amplifiées, d'isolement. Et la question que je me pose dans le prolongement de la question de madame, c'est, je reviens à l'écran et je reviens à un ethos, un esprit de l'époque. Et à l'écran, de plus en plus, c'est ce que nous disions tout à l'heure, André, de plus en plus, l'écran s'érige comme l'interférence principale entre les êtres. Et à des mesures, en quelques mois, quasi intégrales. Mais cela fait lien aussi avec des formes d'isolement que nous avons connues depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire l'ultra-responsabilisation de soi qui a été affirmée, célébrée depuis le tournant libéral et qui prend corps dans l'individu, la fable, la doxa de l'individu auto-construit, ou de la vie comme auto-entrepreneuriat de soi. C'est comme si nous vivions une accélération, une autre mesure de ça. C'est-à-dire que de l'ultra-responsabilisation, nous étions à même de tomber jusque dans la figure que prend les masques. C'est presque une nouvelle série de Black Mirror, là, dans les rues, maintenant, parce que très vite, des phénomènes se banalisent, où l'ultra-responsabilisation pourrait tendre... Alors,
je termine en quelques mots parce que c'est extrêmement important. Pour étendre ce que moi je nomme dans le livre, André, des formes d'isolement collectif, des formes, c'est un oxymore, isolement collectif qui génère, on le voit bien, il suffit d'aller dans la rue ou d'entendre nos proches, qui génère aussi des formes de détresse et de tristesse collective. La grande question pour finir sur cela, c'est comment allons-nous faire que quantité de pratiques ont été mises en œuvre ne soient pas entérinées sur le long terme. Parce que cela, il y a la stratégie du choc. Vous connaissez la stratégie du choc de Naomi Klein. L'industrie profite de cela. Allègement des coûts, réduction du personnel. Tout à fait. Mais moi, mon optimisme naturel pensera qu'on va quand même garder humanité. Mais le problème, là, c'est que il y a responsabilisation. Pardon, mais l'ultra-responsabilisation, c'est important. Mais il faudra se responsabiliser pour faire de la résistance à cette coercition et à cette répression dont parlait Stéphanie. Et à cette répression du costume, cette répression de l'enfermement, etc. On en parle tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les viandes de bœuf Label Rouge. Par ceux qui en parlent le mieux. Pour une bonne viande de bœuf Label Rouge, c'est simple. Il faut des animaux de nos terroirs, bien élevés tout au long de l'année, et puis aussi des éleveurs qui font leur métier avec passion et exigence. Et le plaisir, il est là, dans l'assiette. Et donc vous êtes éleveur? Pas du tout, je suis artisan. Mais manger mieux, ça me parle. Et offrir une juste rémunération à nos éleveurs aussi. Pas vous? Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux. Dites, vous vendez votre logement? Et si vous économisiez 10, 15, 20 000 euros? Comment? En passant par PAP.fr. PAP.fr, vous savez, de particulier à particulier. Vous pouvez dès aujourd'hui tester gratuitement votre annonce et vendre votre logement grâce à PAP.fr. PAP.fr, c'est 100% immobilier et 0% de commission. PAP. Sud Radio. En Ariège, À Saint-Giron, sur 88.5. 11 novembre, double 11, c'est immanquable chez AliExpress. Pendant 48 heures, des super deals jusqu'à moins 70%. AliExpress, émerveillez-vous. Offre valable du 11 au 13 novembre, 9h. Voir conditions sur aliexpress.com. Kiabi, le bonheur d'être à vos côtés. Avant d'avoir le bonheur de se retrouver en magasin, retrouvez tous vos services préférés sur kiabi.com. Click and drive parking et piéton, e-réservation, livraison à domicile ou emploi relais, retour porté à 60 jours, vous commandez et nous nous chargeons du reste. En toute sécurité. Kiabi, le bonheur d'être à vos côtés. Click and drive, cliquez, emportez. Conditions de retrait et liste des magasins sur kiabi.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Berkov dans tous ses états revient tout de suite avec vous sur Sud Radio. Les ateliers Renault continuent d'assurer votre mobilité. Donc, muni de mon attestation, je peux venir faire entretenir ma voiture? Bien sûr, les ateliers du réseau Renault restent ouverts pour garantir la mobilité de ceux qui en ont besoin, dans le respect du protocole sanitaire. C'est-à-dire? Eh bien, avec des mesures de protection, du dépôt de votre voiture jusqu'à sa restitution. Donc, nos techniciens vous accueillent pour entretenir ou réparer votre voiture. Parfait, sécurisant et pratique. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur Renault.fr. À ceux qui aimeraient bien changer leur tablette connectée qui sent bon le café renversé. À ceux qui se disent que ce serait bien de changer ce frigo qu'ils entendent depuis la chambre. Et à ceux qui se disent que ce serait bien de changer les enceintes. Surtout qu'il n'y a que celle de gauche qui marche. En ce moment chez Intermarché, tentez de gagner l'un des produits électroménagers ou high-tech et plus d'1 million d'euros en bons d'achat mis en jeu en scannant votre ticket de caisse à la borne du magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 29 novembre, jeu avec obligation d'achat des 40 euros d'achat minimum sur le drive. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours avec son invité Éric Sadin pour son livre L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, et c'est aux éditions Grasset. Et vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler, à composer ce numéro. On donne tout de suite la parole à Serge qui nous appelle de Trébon, c'est près de Toulouse. Bonjour Serge. Oui, bonjour Serge.
Bonjour. Bonjour André, merci de me prendre au téléphone parce que j'ai été très touché par la dame qui parlait tout à l'heure, la productrice de tisane et de oui, l'agricultrice de tisane, oui, absolument. Et qui disait que vraiment c'était pas du tout facile de rentrer sur le site internet parce que nous, à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, on nous avait, au premier confinement, quand les marchés de Toulouse, je suis producteur de volailles déjà, pour vous dire, je suis producteur de volailles bio depuis 21 ans. Et donc, on va sur les marchés de Toulouse et ça n'a pas été du tout facile de monter un site internet comme ça de but en blanc. Pourquoi, Serge ? Pourquoi c'était pas facile? Parce que, oui, la technologie, vous la possédez, enfin, on ne la possédait pas, et c'est ça? Si, la technologie, on la possède, mais c'est la multitude de sites qui proposent les mêmes produits que nous, ou à peu près, quoi. Oui, c'est ce que disait Marie-France, on est noyé dans l'offre, quoi. C'est ça. On est noyé dans l'offre, c'est tout à fait ça. On est noyé dans l'offre et heureusement, on avait un panel on a un panel de clients qu'on a averti quand même lors des marchés que les marchés allaient fermer, que on allait pouvoir monter un site internet, qu'on les rappellerait. On a repris les numéros de téléphone, mais tout ça, on n'a pas une pléiade d'employés derrière nous pour vous n'avez pas la force de la grande distribution, quoi. Mais non, du tout. Et vous comprenez que c'est pas du tout facile. Alors la Chambre d'agriculture peut bien dire qu'elle nous aide en faisant des sites, mais on est tellement noyé dans la multitude de gens qui font les mêmes produits que, en fait, on nous appelle pas, quoi. On n'a pas eu d'appel en rentrant sur le site de la Chambre d'agriculture. Une chance, les marchés ont réouvert et on a plusieurs cordes à notre arc. On fait d'autres produits, on fait de la farine aussi de meule qu'on a pu vendre. Et là, les marchés sont réouverts, ont réouvert au moins, tant mieux. Ouais. Oui, les marchés ont réouvert et Dieu merci, on a pu revendre et espérons surtout qu'ils ne referment pas. Et oui. Parce que là, s'ils referment là, alors là, c'est la catastrophe parce que franchement, vous savez, il y a 4 employés à la maison et bon, c'est pas qu'on cherche notre salaire, c'est que d'abord il faut payer les employés et les charges de se faire un salaire. C'est la réalité, ça, c'est pas des théories. Et surtout, c'est que, écoutez, on va voir ce que dit Castex, je sais pas s'il a dit quelque chose, mais comme vous dites, il faut savoir si ce gouvernement navigue au doigt mouillé ou il navigue à la goudille ou il sait ce qu'il fait. C'est vraiment le problème. Je ne sais pas, mais en fait, c'est d'un ridicule d'avoir fermé les petits commerces comme les cordonniers, les coiffeurs, c'est d'un ridicule vraiment. On ne comprend pas parce que quand vous allez chez un coiffeur, vous prenez rendez-vous en plus. Donc vous n'y êtes pas 50 chez un coiffeur. S'il y a 2 personnes au grand maximum, avec le gel hydroalcoolique, en fait, tout le monde dit la même chose. On n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Et les librairies fermées, c'est les librairies, c'est une aberration. Alors vraiment, comme s'il y avait une queue de personnes devant les librairies qui allaient acheter un livre toutes les 30 secondes, quoi. Et à côté de ça, bon, j'ai rien contre les grandes surfaces, mais bon, elles font leur boulot. Mais à côté de ça, c'est 2 poids 2 mesures, quoi. On laisse les grandes surfaces ouvertes, et puis les petits, quoi, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est crever la gale ouverte, parce que c'est pas avec les PGE qu'on va nous donner ou les décalages de charges sociales ou quoi que ce soit. À la fin du mois, il faudra quand même payer les ouvriers, payer les charges patronales, et puis voilà, quoi. Et c'est la vie, ça c'est la vraie vie, ça. Voilà. Ça c'est la vraie vie. C'est pas du cinéma. Merci beaucoup pour votre témoignage. Mais c'est vrai, et Eric, c'est très intéressant ça, parce que voilà, il y aura toujours, je crois, enfin, en tout cas, je l'espère, mais vraiment profondément, ou alors c'est plus la peine, à ce moment-là, on part, je ne sais, dans une île déserte, et puis peut-être on se débrouillera mieux. Non, je veux dire, il y a toujours cette assez grande lucidité. Vous voyez, on a eu un psychologue, une psychologue, absolument. On a un agriculteur, absolument. Et qui se disent, attendez, vous êtes en train de nous, l'une disait, vous êtes en train de nous enfermer, de nous masquer, et l'autre qui dit, vous êtes en train de nous faire mourir. Parce que nous, effectivement, il dit, moi j'ai mes charges, mais j'ai mes trucs, c'est pas effectivement en l'air, c'est pas au ciel des idées platoniciennes. Mais le problème, c'est que, de ce point de vue-là, c'est bon peut-être que justement il dit, alors c'est impuissant, c'est l'effet du numérique là.
tout le monde dit allez faire des plateformes, et c'est vrai, c'est très très bien. Et en même temps, vous voyez, la première a dit ça aussi, l'agricultrice que j'ai eu, Marie-France Dabert, mais on est noyé dans l'offre. C'est-à-dire, je fais un site, sauf qu'il y a 400 000 sites. Bien sûr. Est-ce qu'on peut... je demande à l'expert, ou enfin à quelqu'un, au philosophe, et qui connaît bien le domaine, est-ce qu'on peut se singulariser, ou c'est très difficile de se singulariser? Il faut avoir des moyens, il faut avoir des équipes, des designers. Je ne sais pas si les personnes, s'il y a des fonds publics pour monter des sites, mais c'est des moyens. Mais vous savez, là, on est très nombreux à être quand même très en colère sur cette affaire. Hein. C'est vraiment la technocratie française dans ce cas-là de pire. C'est-à-dire que Castex, qui vient des régions, il avait dit on écoutera davantage les territoires. Les métiers, les représentants des professions n'ont pas été suffisamment écoutés. C'est Emmanuel Macron, à 20h, du château de Versailles de l'Élysée, qui décide de façon pyramidale, unilatérale, des mesures dont un très grand nombre vont en payer. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on n'apprend pas. C'est comme si on parle de nouvelles modes de démocratie à mettre en place, de nouvelles modalités, plus de participation, plus d'écoute du terrain, plus d'écoute des corps intermédiaires. Et puis ce sacro-saint et terrible réflexe français revient à chaque fois. C'est-à-dire la technocratie, une personne qui décide pour tout le monde, et c'est délétère. Moi, quand je pense, par exemple, juste aux librairies, à mon livre, novembre-décembre, c'est 25-30% selon les librairies du chiffre d'affaires, et des libraires qui en ont bavé pendant le premier confinement, dont on sait que les marges sont infimes, et qui, on peut citer d'autres métiers, mais qui sont quand même des petits héros du quotidien. Ils font vivre l'idée, la littérature, les sciences humaines. Et qui en profite Amazon. Mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire, c'est Amazon, il y aurait dû avoir... Alors, parce qu'on sait très bien que c'est grotesque qu'ils ont fait demander aux grandes surfaces, aux Cultura, de fermer le rayon livre, toutes ces images, une fois de plus, ça participe de la perte de confiance à l'égard du politique. C'est comme si on avait du mal à comprendre qu'on entrait dans un nouveau moment où il fallait qu'il y ait davantage d'écoute, davantage de participation, davantage de réflexion en commun sur des enjeux majeurs. Et en colère, mais c'est vraiment le château de Versailles, quoi. C'est pas l'Élysée. À 20h, on décide et tous les petits métiers qui crèvent. J'ai voulu créer une tribune, j'ai pas eu le temps. Mais c'est honteux, c'est pas possible d'agir ainsi. C'est parce que justement, il y a cette coupure totale entre les gens d'en haut et les gens même pas d'en bas, même les gens du premier étage. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça veut dire qu'il faut davantage se mobiliser à toutes les échelles de la société. Absolument. À davantage faire collectif. Et donc de se responsabiliser aussi. De se responsabiliser et aussi de ne pas croire que le politique, faire œuvre de politique, c'est continuellement faire valoir son opinion, ses opinions. Faire œuvre de politique, c'est de faire pression. C'est s'impliquer dans l'action. Et faire montre d'un bon équilibre entre la parole et l'action. Il y a un moment pour la parole, pour les conseils, pour les échanges entre humains. J'aime bien Éric Sadin que vous parlez comme l'ecclésiaste. C'est bien. Mais je parle comme Aristote aussi. Pourquoi je dis comme Aristote? Parce que j'en parle dans le livre de cette notion, de très belle notion d'Aristote, de bios politikos, que la philosophe politique a reprise de Hannah Arendt. Qu'est-ce que c'est le bios politikos en un mot, hein? Mais c'est très important d'entendre ce que c'est. Aristote dit la condition politique, c'est pas 36 choses, c'est 2 choses. Et c'est quoi ces 2 choses? C'est d'abord l'action. Et après, la parole. Qu'est-ce que ça veut dire la parole? C'est-à-dire, on entreprend des actions et la parole, on évalue et en vue de continuellement entreprendre des nouvelles actions possiblement vertueuses. Or, aujourd'hui, nous vivons une dissymétrie comme jamais entre la parole et l'action. Nous sommes dans une société du verbe, de l'afflux de parole, ça ne cesse de discuter. Oui, il serait temps de renouer avec notre condition politique, c'est-à-dire de nous impliquer dans l'action et faire valoir des changes. Mais en quoi c'est difficile, Éric Sadin? En quoi c'est difficile? C'est parce que, effectivement, tous les pouvoirs veulent... Tant que vous ferez la parole, allez-y. N'oubliez pas cet adage primaire, mais que j'adore. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Alors là, on est en plein. Voilà. Là, et donc, il faudra quand même qu'on passe de cause toujours à agissons partout où nous pouvons agir. Parce que les pouvoirs veulent que vous causiez toujours. Ça l'arrange très bien. Voilà. Et je peux dire quelque chose qui va peut-être fâcher certaines personnes. Allez-y. Je pense que les syndicats, c'est important les syndicats, même s'ils sont en des réélections croissantes depuis une trentaine d'années, mais que les syndicats ne se soucient pas, et c'est très important, de la mise à niveau du coût de la vie, mais aussi des conditions de travail. Je crois qu'il est temps qu'il y ait davantage... C'est là que les souffrances principalement ont lieu, et notamment avec
travail, des difficultés à assurer les fins de mois, boucler les fins de mois, mais le principal des souffrances, des burn-out, des difficultés psychologiques, même des troubles musculo-squelettiques, c'est dans le travail. Il est temps aussi que dans le monde du travail, partout où il y a des iniquités, où il y a des injustices, il y a des abus, quand c'est une seule personne qui gueule, bon, ça n'a pas beaucoup de poids. Quand il y a des collectifs qui se mettent en place, ça suffit, on n'en veut plus. Et c'est aussi ça le pouvoir d'action. C'est le pouvoir de refuser certaines décisions qu'on juge iniques. Et c'est aussi le pouvoir, et c'est très compliqué, mais il faudra s'y mettre quand même, de pouvoir de construire positivement des Tweetos choses. de tous les pays, unissez-vous. Et on va donner la parole à nos auditeurs aussi qui s'unissent pour nous appeler. On donne la parole à Christophe tout de suite qui nous appelle d'Angers. Michel de Fontainebleau. On échange. Oui. Bonjour Michel, oui, bonjour. Oui. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien Michel. Bon. Alors, écoutez, je suis ravie d'entendre Monsieur Sadin. Merci d'abord pour votre émission, évidemment. Et Monsieur Sadin, j'interviens parce que vraiment, c'est complètement en écho avec ce que je ressens et d'autres personnes autour de moi. J'ai 4-5 choses à vous dire, mais il faudrait que j'aille jusqu'au bout parce que vous allez voir que tout est lié. Allez-y. Premièrement, effectivement, tout à l'heure, ce qui m'est venu, quand on parlait de cette ambiguïté, vous savez, des réseaux sociaux qui en même temps nous divisent, nous séparent et fait qu'on a l'impression d'être impuissant derrière notre écran. Et en fait, moi j'ai pensé l'ego, le solo, qui peut être dangereux aussi parce que moi je vois des gens qui affichent leurs photos, qui affichent leur fortune, je trouve ça une folie. Et on est en train de passer de l'ego, du solo, par justement tous ces réseaux sociaux, à ce que j'appellerais l'unito, l'espéranto et l'effet Lego. C'est-à-dire que si vous avez un ou deux Lego, vous pouvez rien faire. Mais avec plusieurs Lego, vous pouvez construire une ville, une cité, vous voyez. Et alors l'idée que j'ai eue, vous m'entendez ? Vous m'entendez bien ? Très bien. On vous entend très bien. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est que voilà, moi je vous donne mon petit cap personnel, minuscule. C'est que moi j'ai commencé les Gilets jaunes fin 2018, parce que je sentais bien que ça n'allait pas à tout point de vue. Et je me suis scratché en plein de vol en 2008. Donc j'ai fait les Gilets jaunes et tout de suite, moi j'ai pas attendu Macron pour sentir que nous étions en guerre. Je peux vous dire que c'était vraiment crescendo et c'était vraiment dur les Gilets jaunes. Et puis il y a eu les Gilets jaunes, et puis il y a les réseaux sociaux, etc. Et à un moment, au bout d'1 an et demi, je me suis dit, mais en fait, on râle tous dans notre coin, on est divisés, machin, mais ça n'avance pas. Et voilà, maintenant que les gens ont pris conscience de ce qui se passe, nous, avec tout un petit collectif d'amis, etc., de proches, nous avons commencé à nous inscrire à bonsens.org. Nous sommes inscrits à Réaction 19. Tous ces avocats, ces collectifs de médecins qui se battent pour nous, parce que c'est vraiment un boulot c'est énorme. Bien de rappeler les collectifs qui sont déjà là, oui. Allez-y. Oui, tous ces collectifs. Et puis aussi, bon, je sais qu'il y a aussi les Gilets jaunes constituants, etc. Moi, c'est pour ça que M. Sadin, c'était vraiment bien aujourd'hui que je l'entende. Je suis à un tournant où je me dis, que peut-on faire au niveau individuel et collectif pour éviter de se faire massacrer dans les Gilets jaunes, etc. Et alors, j'enchaîne sur une autre idée. J'ai encore un peu de temps parce que c'est vachement important. Pas beaucoup de temps, mais allez-y. Oui, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai plusieurs grilles de lecture. Alors, ça n'engage que moi. Avec le recul que j'ai depuis 2 ans et même depuis 50 ans et plus, je me dis ce qui se passe en ce moment, au pur niveau politique, économique, avec ce qui se passe avec Trump en plus, c'est une espèce de ordo ab chaos. On sent bien qu'il y a une volonté de casser l'économie, parce qu'on râle, parce qu'effectivement, les petits commerces se ferment, c'est absurde, alors que tous les GAFA, tous les supermarchés sont ouverts, c'est absolument épouvantable. Bon, il y a des choses qui sont complètement dingues, et on a une lecture, pour moi, c'est économiquement et politiquement, l'impression que j'ai, c'est qu'ils veulent casser l'économie pour que ça n'aille qu'aux gros groupes, etc., les amis de M. Macron. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais dire, face à cela... Ça sera la dernière chose, ça, parce que ça fait beaucoup et on a beaucoup de choses à dire. Merci. Ah oui, mais laissez-moi finir, M. Berkoff, c'est hyper important. Je vous laisse finir. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est 2 choses très importantes. C'est qu'au début, moi, la réaction que j'avais, je pense à union faire la force et diviser pour régner. Vous savez, l'autre jour, j'ai lu un article où on parlait d'acheter la paix sociale. Et effectivement, on dit que pendant le confinement, les fonctionnaires, ils sont tranquilles chez eux, blabla, ils reçoivent leurs émoluments. Les salariés, ils ont quand même leur chômage à 80%, et nous, les indépendants, on crève. Donc, bien qu'on ait eu 1500 € pour compenser le chiffre d'affaires, etc. Et la réaction que j'ai eue, c'est de dire, c'est pas normal, les copains fonctionnaires, et ça coule douce, alors que nous, on est en train de crever, de vendre nos biens.
Et en fait, j'ai essayé de m'élever au-dessus de ça et de voir que non, c'est voulu. Je pense qu'on nous divise, c'est divisé pour régner. De même que vous avez un attentat juste le lendemain du couvre-feu, vous avez un attentat juste le lendemain du confinement. On veut diviser les musulmans contre les chrétiens, les retraités contre les chômeurs, les jeunes contre les vieux. C'est pas si simple que ça. Hein. Vous pouvez pas dire que l'attentat a été fait pour oublier le confinement, quand même. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça contribue à nous diviser et que par rapport à tout cela, il faut absolument rester unis. Et juste une petite anecdote, les gens, moi j'ai entendu des gens dire oui, vous cassez la paix sociale, les gilets jaunes à cause de vous, il va falloir payer la casse, etc. Et il y avait des gens qui tiraient les rideaux de fer quand nous passions dans le 5e ou le 6e arrondissement. Et ces gens-là, maintenant qui sont touchés par le virus, etc., si nous avions été beaucoup plus nombreux, on aurait peut-être pu faire changer les choses. Donc maintenant que tout le monde est dans le même bain, il serait bien que tous, avec plus ou moins nos avantages, nos privilèges et nos faillites, on se rejoigne pour être tous unis. C'était ça mon message que je voulais dire. Eh bien, écoutez, vous l'avez passé, votre message, vous l'avez très bien passé. Et effectivement, tout le problème aujourd'hui, ce sera que, est-ce que les gens, d'ailleurs, c'est vraiment, ça rejoint la problématique de Sadin. Merci, madame. Est-ce que les gens vont continuer à être divisés en fonction de leurs intérêts? C'est ce que disait d'ailleurs Frédéric Schiffner, contre le peuple. Ou est-ce qu'effectivement, il va y avoir de nouveaux collectifs, de nouvelles unités qui vont se faire? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours là dans tous ses états avec son invité Éric Sadin. Je rappelle son livre L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun. Et je crois qu'André Berkov et Éric Sadin souhaitaient répondre à Michel. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu répondu, mais aussi à Michel. Ah oui, elle a signalé des choses très importantes. Et là encore, sa réflexion est décisive. Ce qu'elle a dit, ça n'avance pas. Alors oui, c'est vrai qu'on a le sentiment que ça n'avance pas. Mais elle n'a pas dit que ça. Elle a dit, cette image du Lego qui est très intéressante, c'est vrai qu'à 1, 2, s'il y a des actions collectives à plusieurs, une mobilisation régulière qui se met en place, elle a signalé des groupes que je connaissais pas, et notamment par le numérique, c'est-à-dire par des plateformes comme quoi, collectif d'avocats, collectif de médecins, collectif pour signaler des projets, des échanges. C'est formidable, c'est exactement de ça dont on a besoin. Et cette dame, Michel, c'est ça, Michel a dit on est à un tournant. Moi, je le crois. C'est-à-dire 2020, comme c'est une nouvelle décennie, bon, c'est symbolique, il ne faut pas surinvestir sur cette symbolique, mais je crois qu'on est à un nouveau moment là, c'est-à-dire de toutes ces rancœurs, de toutes ces détresses, de tout ce désespoir, de toutes ces souffrances, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, Michel, on a un peu parlé, et elle a dit une chose que vous avez soulignée hors antenne, André, c'est-à-dire qu'elle a dit, on passait devant des boutiques du 6e arrondissement qui fermaient le rideau en disant, qu'est-ce que c'est que ces intrus, les gilets jaunes en novembre-décembre 18, et elle a dit, comment dépasser ça? Ben oui, c'est un des enjeux aussi, c'est dépasser nos ressentiments. Alors Michel a dit, il faut apprendre à être unis. Moi, je pense qu'unis, c'est un peu des paroles, j'ai presque envie de dire, c'est des bonnes paroles. Je pense qu'il faut surtout apprendre à construire ensemble, là où nous pouvons construire ensemble. À agir, mais là où nous... C'est-à-dire dans nos métiers, localement, avec nos voisins, et c'est quand même, on vit quand même la décennie, sans être réac, c'est pas du tout ça, la décennie de la réintroduction du local. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette réintroduction du local? René Dubos, Éric Sadin, pensez globalement, agir localement. Absolument. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Christophe, le fameux Christophe qu'on a retrouvé et qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe.